Ladies and gentlemen, welcome to the TWV Official Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast officiel de TWV en direct de son siège où nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. Nous avons avec nous bien sûr le président du groupe, Walter Charpentier. Walter, bienvenue. Merci. Et également autour de la table, Antoine Perel, athlète de triathlon qui se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Antoine, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Merci à vous tous, bonjour. Nous recevrons également plus tard dans l'émission Olivier Tran, coach expert en leadership, management et vie en entreprise pour discuter du sujet du jour qui adressera une approche innovante et peu commune d'aborder les sujets de recrutement, de développement et d'accompagnement des collaborateurs en entreprise. Allez, c'est parti. Are you ready? Let the podcast begin now. C'est parti, avant de commencer notre interview, je vous rappelle que nous aurons également plus tard Margot qui nous fera un point sur les news, le retour d'actualité de l'industrie du transport, de la logistique et des parkings poids lourds sécurisés. Et nous finirons également l'émission avec notre quiz TWV qui donnera sa chance à l'un ou l'une des auditeurs de jouer avec nous et de gagner de beaux cadeaux. Le cadre de l'émission est posé, sans plus tarder, je vous propose de commencer notre interview. TWV on the phone with Antoine, encore merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Walter, je sais que les valeurs du sport de haut niveau, c'est quelque chose de très important pour toi, que ce soit dans ton quotidien ou dans la façon dont tu abordes ton business. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu déjà de votre rencontre avec Antoine et de ta volonté de soutenir son projet sportif ? Eh bien écoute, on s'est rencontrés récemment avec Antoine suite à un contact commun qui m'a, il y a quelques années, préparé à des disciplines comme le marathon. Il m'a parlé du projet d'Antoine. Je ne connaissais pas Antoine, en toute honnêteté, il y a encore quelques semaines. Et puis, du coup, on s'est rencontrés. On a parlé un petit peu de son sport. Il en parlera avec beaucoup de passion et précision, on va dire. J'ai trouvé le projet super. C'est un athlète qui est top. On va le découvrir durant le podcast. Mais comme tu le dis à juste titre, on est des fous du sport, on va dire ça comme ça. Il répond complètement aux valeurs de ce que je fais chaque jour quand je me lève. C'est-à-dire je bosse et j'adore les sportifs, comme tu sais, et surtout les sportifs de haut niveau. Et Antoine est un sportif de haut niveau. Ça peut se sentir dès que tu es arrivé, tu véhicules le positif, la bonne attitude. Tu me parlais juste avant qu'on s'assoie que tu sors tout juste de l'entraînement aussi, donc une rigueur. Merci encore de prendre du temps pour être là. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence avec différentes questions, nous faire un petit point sur comment est-ce que toi, tu as commencé le sport, comment ça t'a été introduit ? Écoutez, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par le football. Hein. Je voulais suivre un peu la carrière de mon père qui a été footballeur en Détroit à Hasbrook. Donc il a côtoyé un très très bon niveau au niveau du football. Et j'ai joué au foot et jusqu'à l'âge de 9 ans où on m'a dit que j'étais atteinte d'une dystrophie congénitale des cônes. C'est une maladie visuelle, donc c'est une tache au centre de l'œil. Donc j'ai une vision périphérique. Et j'ai toujours voulu continuer le football parce que j'adore ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça devenait un peu plus compliqué. Donc, je confondais les copains du foot, la couleur des maillots. Je voyais un oiseau passer en pensant que c'était le ballon, des choses comme ça. Maintenant, j'en rigole beaucoup. À l'époque, j'étais un peu plus réticent par rapport à ça. Mais bon, maintenant, avec le recul, c'est tout, c'est les anecdotes de la vie. Donc, mon père était coureur à ce moment-là. Donc, je suis parti dans l'athlétisme où j'ai persévéré, j'ai travaillé. J'avais intégré l'école régionale pour déficients visuels à Lille. Suite à une rencontre à Vittel, j'ai fait un critérium, j'ai fait du saut longueur et je voulais battre aussi le record du 1000 du critérium, ce que j'ai fait grâce à mon papa. C'était mon papa, mon entraîneur et mon premier guide, d'ailleurs sur les crosses de l'école. Et j'ai été repéré par un entraîneur fédéral qui m'a sollicité, qui m'a dit écoute, ce serait bien que tu viennes au championnat de France 2 semaines après. Donc, chose que j'ai fait. Et puis, j'ai remporté le 1000 mètres et le saut longueur dans la catégorie jeune. Puis, tout a commencé à basculer là. J'ai travaillé énormément parce que j'avais des objectifs. On m'avait parlé des championnats du monde au Colorado Springs en 2005.
Donc je me suis entraîné énormément pour les championnats du monde jeunes. Et puis j'arrive là-bas et je décroche mon premier titre de champion du monde et recordman du monde du saut en longueur. À l'époque, c'était 6,51 m. Je vous invite à mesurer 6,51 m au sol. Vous verrez la distance que j'ai effectuée en saut en longueur. Puis ça s'est enchaîné. J'ai fait mes premières sélections chez les seniors, chez les grands, on va dire. Et puis en 2006, 2007, 2008, j'ai participé aux Jeux de Pékin, donc au saut en longueur et aux épreuves combinées. Je fais une 8e place au saut en longueur, une 8e place aux épreuves combinées. Donc les épreuves combinées, c'était le pentathlon chez déficients visuels. Donc c'est 100 mètres, saut en longueur, disque, javelot et 1500 mètres. Bien sûr, c'est des épreuves où on est guidé, notamment sur la course. J'ai fait une 8e place et j'ai fait une médaille de bronze au relais 4x100. Et après, j'ai continué ma carrière jusqu'en 2016. Et en 2016, suite à ma non-sélection au jeu de Rio, j'ai voulu changer de sport. J'avais fait le tour de l'athlétisme et vraiment toucher un autre sport. On m'a parlé du triathlon. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avais vu qu'au jeu il y avait le paratriathlon, donc c'est du triathlon pour les personnes en situation de handicap, et ma catégorie elle était reconnue, donc la catégorie des PTVI, c'est la catégorie des déficients visuels. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas un challenge, mais surtout le côté aventure, pas le côté performant. Et donc j'avais rencontré un copain qui m'a dit tiens, je veux bien te guider. On a fait quelques triathlons et puis au fait, fil en aiguille, le sport de haut niveau m'a rattrapé, puisque je suis quelqu'un qui s'investit énormément. Donc, quand je fais quelque chose, c'est à bloc, et je l'ai fait à bloc. Et au fait, en 2019, je fais ma première sélection en équipe de France de paratriathlon, où je fais une 4e place au championnat du monde à Lausanne. Et j'enchaîne par les championnats d'Europe, où je fais une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et puis, après, il y a eu la sélection aux Jeux de Tokyo en 2021. Je fais une 6e place. Et dernièrement, après les Jeux de Tokyo, j'ai fait un an j'ai continué le sport, mais tout en prenant bien conscience qu'il y avait la famille qui était très importante, qui était là aussi pour moi. Donc j'ai consacré un peu plus de temps pour ma famille tout en continuant à m'entraîner. Et ça m'a porté chance au fait dans la continuité. J'ai fait une médaille de bronze au championnat du monde en 2022, une médaille de bronze au championnat du monde en 2023. Et en 2023, je décroche mon premier titre européen en triathlon. Maintenant, l'objectif, c'est aller chercher une médaille aux Jeux de Paris. J'ai envie de commencer peut-être des questions sur justement cet événement que tu as vécu à 9 ans. Parce que je pense que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment où tu l'as vécu, quelque chose de pas marrant, quelque chose de très dur, quelque chose de bouleversant. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, moi, quand j'entends ton parcours, ça m'inspire. Et c'est même à la limite cet événement-là qui t'est arrivé, qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, maintenant tu as un regard différent dessus. Comment est-ce que, et parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui traversent soit la même chose ou soit des challenges qui sont bouleversants, est-ce que tu peux nous parler de ce jeune garçon de 9 ans qui découvre ça, qui est impacté complètement? Comment tu as réussi, ou quel était ton état d'esprit, et comment est-ce que tu as abordé en fait ce changement de vie qui t'était imposé, et comment est-ce que tu as su te construire après ça en fait? C'est beaucoup d'émotions de revivre ça, je vous avoue. En fait, ça a été tout simple. À l'école, je ne suivais pas du tout au tableau. La maîtresse a contacté mes parents, a dit Antoine, il ne suit pas au tableau, enfin il réagit pas comme les autres élèves, il faudrait peut-être consulter, on pense à un ophtalmo, quoi. Donc chose qu'on a fait. Et quand on a été voir l'ophtalmo, il y a, en fait, cet ophtalmo qu'on a eu a clairement dit à mes parents que... Excusez-moi. Non, au contraire, prends le temps. Et si tu veux, on peut faire une pause, ou même ne pas en... Si, c'est... Donc, excusez-moi. Non, au contraire. Donc, tout simplement dit, vos enfants vont être aveugles. Donc, avec le recul, moi, à 9 ans, je ne savais pas trop ce que ça signifie. Donc, mes parents, ils ont beaucoup pleuré, forcément. Et puis, ils m'ont beaucoup soutenu. Et, puisque moi, dans la famille, on est 4. Donc, il y a... moi et ma sœur qui étaient à ce moment-là dans le viseur. Donc, clairement, vos enfants vont devenir aveugles.
Donc on a été voir d'autres spécialistes à Lille, tout ça. Et puis bon, en fait, au final, ils nous ont fait passer pas mal d'examens. C'était pas forcément marrant de passer les examens, puisque à l'époque, c'était pas la technologie de maintenant. Et puis au fait, mon père, ma mère, on a été vachement soutenus. On s'est vraiment soudés dans la famille. Donc moi, j'ai continué le sport. Mon père, il a dit c'est pas grave, hein, t'as un handicap, c'est tout, tu vas continuer le foot. Il y a aucun souci. J'en ai parlé à mes copains de l'époque. Et puis, mon entraîneur était au courant. C'est pas pour ça que j'étais moins bon que les autres. Au contraire, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, ok, j'ai un handicap, mais je vais montrer que je sais faire. Et en fait, je faisais partie des meilleurs jeunes de l'époque à Hasbrook. J'ai quand même fait une finale de Coupe Combardella. En fait, c'est la finale des championnats de France pour les jeunes en foot. Donc, après, le handicap, il a commencé vraiment à s'imposer. Ça commence à être compliqué de suivre les copains sur le terrain et le ballon, tout simplement. Donc, je me suis orienté vers un autre sport et puis je me suis épanoui dans l'athlétisme et puis dans le triathlon par la suite. À travers ces échanges, toi, tu revis des choses que tu as su conquérir et qui, aujourd'hui, n'ont pas été le résultat de ce que tu es. Ce que tu es aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est même peut-être optimisé comparé à si tu n'avais peut-être pas eu cet événement-là et qu'aujourd'hui, tu es un vrai symbole de réussite, de persévérance, d'exemple. Je pense que toutes les personnes qui doivent te côtoyer dans ton quotidien peuvent en témoigner. Même si c'est difficile peut-être d'en parler, viens avec ce que toi, tu as réussi à faire, un chemin d'inspiration pour ceux qui vivent la même chose. Quand est-ce que tu, du coup, passes de faire du sport pour le fun vers « Ok, je vais en faire ma vie ». En fait, je voulais être footballeur professionnel. Après, de là, est-ce que j'aurais réussi ma carrière ? Je ne sais pas. J'ai toujours voulu montrer que, ok, j'ai un handicap, mais je vais vous montrer ce que je suis capable de faire et ce que je vais faire. Et au fait, le sport, c'est le sport qui m'a amené à être voilà ce que je suis maintenant. C'est montrer que j'ai été champion du monde, j'ai été champion d'Europe, j'ai fait une médaille aux Jeux. Donc, j'ai fait tout ça et maintenant, ces gens-là, avec le recul, moi, je connais Antoine Perel. On n'était pas forcément copains à l'époque, mais tu me connais maintenant. Donc, voilà, je me suis fait une carapace. Je ne suis pas du genre rancunier, donc il n'y a aucun souci avec les personnes qui ne m'ont pas forcément accompagné, on va dire. Et avec le recul, c'est tout. On en parle, on en rigole maintenant. Voilà, ce que j'ai vécu, ok, c'est dur, mais bon, j'ai réussi à retransmettre tout ce mal-être en quelque chose de positif. Est-ce que tu penses que ça a, entre guillemets, jeté de l'essence sur le feu pour que tu puisses après avoir cette motivation ? Parce que l'entraînement, la persévérance, le développement de compétences, c'est souvent motivé par justement des raisons. Est-ce que tu penses que ces challenges, tout ce que tu as vécu, permet d'être aujourd'hui au niveau où tu es ? Ah, complètement. Tous ces gens, entre guillemets, qui m'ont mis des ondes positives, ça m'a forgé davantage et ça m'a, c'est pas que pour eux, hein. C'est vraiment maintenant je fais ça, j'ai tourné la page avec tout ça, mais c'est aussi vraiment maintenant j'ai 2 enfants, Audrien, Antonin, j'ai ma femme aussi et je fais vraiment le sport parce que j'adore ça et vraiment je veux montrer à mes enfants que ok papa, il y a un petit souci, mais bon après tout je suis en bonne santé, mais je fais du sport du haut niveau, quoi. On est à moins de 3 mois des Jeux. Comment est-ce que tu te prépares ? Quelles sont tes journées ? Comment est-ce que tu t'abordes cette dernière ligne droite pour être prêt et aller vers la médaille ? J'ai pas changé grand-chose avec mon entraîneur. Donc j'ai mon entraîneur Olivier Lioun, j'ai mon préparateur mental Stéphane Limousin et j'ai mon guide Johan Lebert, mon guide qui sera sur la ligne de départ pour m'accompagner jusque la plus belle des médailles. Donc, au fait, une semaine simple, on n'a pas forcément trop changé ces dernières années. C'est pas parce que c'est les Jeux qu'il faut tout changer. Au contraire, il faut faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est de s'entraîner, de continuer de la préparation, tout simplement. En fait, une semaine simple, c'est lundi, je fais les 3 sports, donc natation, vélo, course à pied. Le mardi, je vais optimiser plus 2 sports, donc une grosse séance de course à pied et une séance de natation en souplesse. Le mercredi, c'est séance vélo le matin et natation l'après-midi. Le jeudi, comme ce matin, c'est grosse séance de vélo. Ce matin, j'ai bien donné. Et j'ai une grosse séance aussi en course à pied cet après-midi. Et je vais finir par une petite natation en souplesse. Le vendredi, je vais nager. Le samedi, je vais généralement faire ma grosse sortie longue à vélo et nager. Et le dimanche, c'est natation, ma sortie longue à pied et une petite séance vélo en guise de récupération.
Donc ça correspond à peu près à 20-25 heures d'entraînement par semaine. Donc, et en stage, c'est quantifié, c'est à peu près 35 heures. Est-ce que parmi ces 3 différentes disciplines que mélange le triathlon, tu en as une que tu préfères? Est-ce que tu les ranges un peu dans l'ordre croissant de ce qui te plaît le plus, ou est-ce que tu aimes autant les 3? Je vais rejoindre un peu Walter, je ne suis pas nageur de base. Je sais qu'il n'est pas... Je peux en témoigner. Je pense qu'il sait que je nage bien. Mais est-ce qu'il t'a raconté le fait qu'il a traversé le lac dont je te parlais à la nage? Oui, il m'a raconté l'anecdote. Et oui. c'est pour ça, moi, ça me rappelle des souvenirs. En 2017, je ne savais pas forcément nager. Je n'étais pas un grand nageur, mais en fait, à force de travail, après, il faut être buté. Hein. Je suis quelqu'un de buté. Quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Donc, j'allais nager 1, 2, 3 fois par semaine. Enfin, et puis maintenant, je nage pratiquement tous les jours parce que j'ai un retard. Donc, effectivement, la natation, c'est là où j'ai des lacunes, mais je suis en train de le gommer. Au final, je prends énormément de plaisir maintenant à aller nager. Mon point fort, c'est un peu la course à pied, mais j'aime les 3 sports, me convient énormément, puisque le vélo, c'est un truc de bourrin. Tu appuies sur les pédales, t'envoies tout ce que tu as, puisque faut rappeler que les distances, c'est 750 mètres en eau libre, donc on n'est pas en piscine. C'est 20 km en tandem. Donc moi, je suis derrière, mon pilote, Johan, est devant. Et c'est 5 km de course à pied. En tout, ça dure entre 1h55 minutes et 1 heure d'effort. 750 mètres, c'est à peu près 11 minutes de nage. On roule à 45-50 km/h sur le tandem et on court aux alentours de 16 minutes le 5000. C'est transiter d'un effort qui est complètement différent et d'un environnement qui a un impact sur ton corps complètement différent. Et en fait, tu dois t'adapter d'épreuve en épreuve, quoi. En fait, la natation et le vélo, c'est deux sports où on est porté. Et quand on arrive, ça m'arrive souvent, avec, notamment sur les derniers championnats du monde avec Johan, à 2 km de l'arrivée, mais je me dis dans la tête, mais comment je vais courir? Je suis à bloc, je suis rincé, je suis rincé. Johan, vas-y, donne tout. On est en pole position, ça va aller. Ça. Et après, il me dit de descendre du vélo. Et c'est à ce moment-là que, sur les 3 premières foulées, tu as les jambes qui partent dans tous les sens. On fait des travaux d'enchaînement, tout ça. Une fois qu'on enfile les baskets, on est parti, on a changé de sport, on est devenu coureur. Et là, tu as parlé plusieurs fois de Johan, qui est ton partenaire et ton guide. J'imagine que vous avez développé une relation presque fusionnelle, en fait, pour vivre des choses comme ça et aller chercher la performance et d'être autant proche. En fait, Johan, c'est Johan Lebert. Donc, c'est mon guide depuis 2022. Il faut savoir qu'il a une carrière professionnelle. Il a été vice-champion du monde en duathlon, champion d'Europe en duathlon, donc il y a une belle carrière et en fait on lui a proposé de devenir guide. Le feeling est assez bien passé, donc on a continué, on a tout de suite fait les championnats d'Europe, on fait une 4e place ensemble, on se connaissait pas forcément, c'est un sport de synchronisation, il faut nager sur le même coup de bras, il faut courir sur la même foulée, sur 5 bornes à 18-19 km/h, c'est pas évident. C'est un sport d'adaptation aussi, énormément d'expérience aussi. On a fait un stage d'1 semaine ensemble, on a dormi dans la même piole, tout ça, on va pas dire ce qui se passe dans les fioles. Fin du mois, je retourne 1 semaine chez lui à Toulon. Il y a sa maison avec sa femme, donc il m'invite gracieusement chez lui. Enfin, on est devenus fraternels au fait. On s'échange tous les jours un message, on s'appelle au moins 1 fois par semaine. Enfin, c'est vraiment devenu fusionnel. Nos femmes, ça va, sont pas trop jalouses de ce côté-là. C'est important. Je pense il est guide dans la vie de sportif, mais il faut être guide aussi humainement parlant. Donc, quand on est en stage, tout ça, il m'accompagne au self. Il prend son rôle très à cœur d'être guide H24, au fait, et ce qui n'est pas évident. Mais lui, Johan, il a très bien compris que j'avais besoin de lui, que ça soit dans le côté sportif et dans le côté vie de tous les jours. D'accomplir quelque chose personnellement, tu peux le célébrer, tu es fier de toi-même, mais quand on arrive à développer ce niveau de synergie avec quelqu'un et qu'on performe ensemble et que la performance de l'un doit forcément impacter la performance de l'autre. Moi, je sais, quand je viens du basket, c'est ça que j'adorais, c'est qu'il faut qu'on soit 5 en même temps à faire l'effort et que s'il y en a 2 qui ne sont pas sur le truc, le résultat n'est pas là. Donc, c'est de porter ça ensemble et en tout cas, je vous souhaite le mieux pour votre approche, votre continuité. Pour être prêt pour les Jeux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'environnement, du soutien? Est-ce que tu as aujourd'hui des moyens mis en place qui te permettent de te consacrer à ton sport complètement? Ou est-ce qu'il faut que tu fasses aussi d'autres choses à côté? Est-ce que tu as des moyens, un encadrement mis en place qui te permet d'être un peu sportif de haut niveau à plein temps? De 2005 à 2018, j'avais aucune retombée, j'avais des boulots, je travaillais, mais j'étais aucun détachement.
aucun revenu financier en tant que sportif de haut niveau. Donc, c'est une grosse galère jusque 2018. Et au fait, j'ai été embauché par France Travail. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont détaché à 50%. Au fur et à mesure, ils ont vu que effectivement, j'étais bien performant, tout ça. Au final, ils m'ont détaché à 100%. Ils m'ont dit, écoute Antoine, prépare-toi pour les Jeux, prépare-toi pour tes échéances internationales, va te qualifier. Nous, on gère tout ce qui est... Il n'y a pas de souci avec ton salaire, t'inquiète pas. T'es sportif de haut niveau, travaille, fais ton truc à bloc et nous, on t'accompagne, il n'y a aucun souci. Et après, j'ai eu quelques partenaires, la Caisse d'épargne, qui m'ont soutenu pour les Jeux de Tokyo, qui me soutiennent jusqu'aux Jeux de Paris. J'ai Grelux aussi, qui est une entreprise du côté de Dunkerque, qui me soutiennent aussi. Bon, c'est tous des petits accompagnements qui font énormément de bien. Je me dis, je suis en situation de handicap, on me fait pas confiance et maintenant on me fait confiance. Donc je suis vachement redevable de faire des interventions pour les gens qui me soutiennent, tout simplement. Walter, je sais que ça c'est un sujet que tu connais très bien, le soutien des sportifs. Est-ce que tu peux développer un peu là-dedans aussi Il y en a beaucoup à dire en fait. Antoine a assez bien résumé que si on fait le parallèle du sportif de haut niveau et de l'entreprise, c'est similaire. Au début, pas beaucoup de gens sont amenés à croire au projet. Et puis quand ça commence à fonctionner pour vous, vous avez tous les amis du monde que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam qui essaient de faire des photos avec vous, comme m'expliquait Antoine. Donc moi j'ai bien discuté avec son papa la semaine dernière. C'est vrai que le sport nécessite de l'argent, ça on doit l'entendre, parce que les athlètes ne deviennent pas athlètes en sortant de chez eux et en mettant un maillot. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de manger, parce qu'ils sont comme nous tous, ils ont des familles, ils ont des charges et ils représentent la France, ça il ne faut pas l'oublier. Pour préparer ces gens-là, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, les entreprises sont frileuses d'aider, pas toutes, je ne fais pas une généralité, mais je trouve que par rapport à certains pays où on est amené à soutenir vraiment nos athlètes, et on comprend tout l'intérêt d'avoir l'élite qui représente la nation, on a un petit retard quand même, pour pas dire un grand. Moi, je suis à mon humble niveau avec l'entreprise que je dirige aujourd'hui. J'ai impliqué mon staff et mon staff sait pertinemment que d'abord l'humain est au centre de l'entreprise, ça c'est un fait. Et le sport en fait également partie, parce que pour moi, c'est les valeurs du sport, c'est quelque chose de très important. On vient d'entendre beaucoup de choses. En fait, les athlètes qu'on voit derrière nos écrans confortablement installés dans nos divans, ils bossent pendant une année pour une épreuve. Ils sacrifient leur vie pour 1 jour, 2 jours. Quand vous courez un marathon, par exemple, parce que c'est une discipline que j'ai fait en tant qu'amateur, bien évidemment, j'ai pas le niveau d'Antoine. Le sacrifice, il est là. Et donc, vous avez des gens qui vont courir toute l'année pour le marathon de New York ou le marathon de Berlin. Et puis, ce jour-là, ils sont malades le soir. Et puis, le lendemain matin, ils montent dans les baskets et ça marche pas. Et ces gens-là, en attendant, toute l'année, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils mangent, et il faut qu'ils aillent à l'entraînement, il faut qu'ils sacrifient leur famille parce qu'il y a un gros sacrifice familial derrière. C'est comme dans l'entreprise, il y a vraiment un vrai parallèle. Alors, on n'est pas là pour faire trop ce parallèle-là, mais il y a suffisamment de sportifs qui font des conférences à ce sujet, mais le sponsoring aujourd'hui, le support, et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit tout de suite oui, c'est que l'ami qu'on a en commun m'a entraîné sur quelques marathons et m'expliquait un petit peu la situation d'Antoine en me disant, parce que il va l'expliquer sûrement après, il a beaucoup de matériel à transporter. Alors on va le rappeler, on est quand même transporteur. Et Antoine, c'est son papa évidemment qui conduit le véhicule, qui l'accompagne, etc. C'est une grosse logistique autour de lui. Il a besoin de véhicules, c'est-à-dire de type camion, petite camionnette, etc. Et tout ça, ça a des coûts et ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Il n'y a pas de soutien derrière. En tout cas, il a cité quelques partenaires et donc ça, c'est super d'entendre ça. Il faut les féliciter. Je les félicite de le soutenir. Mais j'invite d'autres partenaires, en tout cas d'autres partenaires, à le soutenir. Parce que c'est juste formidable de suivre des gens qui vont à fond dans tout ce qu'ils veulent faire et qui lâchent rien. Et les démarches, en tout cas, qu'aujourd'hui je fais dans l'entreprise ou que j'essaie à mon humble niveau de faire, c'est d'initier un petit peu cette dynamique vers le soutien des sportifs. Parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin. Vraiment. Je sais que tu es aussi très orienté vers les jeunes dans le foot, dans le basket, dans tout type de sport, et ça fait depuis des années que tu pousses à développer ça.
Oui, parce qu'on passe à côté malheureusement de nombreux jeunes. On n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais je pense que les détections de jeunes et le soutien des jeunes, c'est le vivier en devenir, donc je pense qu'il faut un peu s'en occuper. Je ne suis pas un fanat du football, pas comme Antoine, mais je participe et je soutiens encore une fois à mon humble niveau quelques sports, on va dire. Voilà. Les familles, faut le rappeler, sont livrées à eux-mêmes et des fois vous avez un fils ou une fille qui a un talent incroyable, sauf que malheureusement, il manque de moyens, il manque de beaucoup de choses pour les faire aboutir parfois leurs rêves, et c'est un peu dommage. Donc si on peut, chacun, en tout cas à notre humble niveau, les soutenir, je pense que ça peut être sympa. On peut voir des jeunes talents éclore, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui de la jeunesse. On a suffisamment de valeur pour y mettre de l'argent, en tout cas. Je répète le mot, j'insiste lourdement, parce que vraiment, il y a un manque cruel d'argent dans toutes les disciplines. De toute façon, on parle pas des disciplines de motorsport, parce que là c'est pire. Dans les clubs, là, dans la région des Hauts-de-France, il y a énormément de jeunes talents. Je trouve qu'on les laisse un petit peu comme ça, pas tous, je fais pas une généralité, mais il y en a quelques-uns qui n'iront pas au bout de leur rêve parce qu'il va leur manquer un billet. Et ça, c'est dommage. Donc je crois qu'on dépense suffisamment d'argent dans des grosses conneries, on va dire les vrais mots, et on devrait se recentrer sur l'essentiel, et ça devrait faire partie intégrante, en tout cas des sociétés, d'un point de vue sociétal, de soutenir nos jeunes en devenir, et du sport en général bien sûr, pas que des sportifs de haut niveau. Antoine, est-ce que si quelqu'un écoute nos auditeurs, veut participer justement à aider ton projet, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce qu'on peut en faire un peu la promotion ici pour dire voilà, vous pouvez rejoindre l'aventure en essayant de soutenir? Est-ce qu'il y a des plateformes, un site internet? N'hésite pas à nous en parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut justement venir t'aider. J'essaye de me mettre un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez suivre mes aventures. Alors j'essaye de mettre chaque événement, compétition, stage ou autre, j'essaye de faire un petit briefing. Comme ça, les gens se voient à travers ce que je fais. Ils peuvent ressentir les émotions, comment j'ai réagi en compète, ce que j'ai fait en stage. J'essaie vraiment de toujours essayer de véhiculer un petit briefing pour que les gens suivent tout simplement. On a une association pour les personnes en situation de handicap aussi, qu'on peut aider pour des achats de matériel, puisque moi j'ai un tandem qui m'a coûté 23 000 €. Il y a l'Agence nationale du sport qui a mis aussi pour aider à subventionner ce tandem, le matériel qu'il y a autour du tandem aussi. Mes concurrents ont le top du top. Moi, je suis obligé d'avoir le top du matériel. Je ne vais pas arriver avec un vélo dézingué, quoi. Donc, je fais en sorte d'avoir le meilleur matériel pour les Jeux de Paris. Donc, je ne regarde pas la valeur que ça a. Je mets le billet, quoi. Donc de ce côté-là, non, je suis ouvert j'ai pas d'équipementier. Avant, j'avais un équipementier, je me suis fait virer. C'est tout, quoi. C'est comme ça. Mais bon, j'ai pas d'équipementier. Je dois acheter mes baskets, mes maillots. Je suis pas là non plus à avoir tout gratuit. Au contraire, je suis donnant. C'est comme ça. J'ai été élevé comme ça. Donc, s'il y a des partenaires qui sont intéressés par le côté humain, surtout le côté humain qui m'intéresse, c'est pas que le côté sportif, vraiment le côté humain, dire tiens, je peux aider une personne qui est en situation de handicap et qui fait du sport et qui a des objectifs. Je suis ouvert, je suis présent. Sur LinkedIn, c'est Antoine Perel. Sur Instagram, c'est Antoine Perel. Et c'est ANTOINE-PEREL. Et sur Facebook, c'est Toine Perel, tout simplement. Tu as parlé de ton papa, tu as parlé de ta famille. J'aimerais prendre un moment peut-être pour que tu puisses avoir une opportunité d'adresser à la veille des Jeux ces personnes qui te soutiennent tous les jours, un petit mot à leur adresser avant qu'on parte sur les dernières petites choses. Franchement, c'est merci, parce que sans l'apport familial, je ne serais pas là. Jamais j'aurais pu faire le quart. Mon papa, ma maman, ils nous ont toujours soutenus, moi et mes sœurs, à essayer d'évoluer, à essayer de devenir les meilleures personnes qu'on soit. Et je pense qu'ils ont réussi, tout simplement. Donc vraiment, je suis reconnaissant de mes parents par rapport à ça. Après, j'ai ma femme et mes 2 enfants qui me soutiennent à 100%. Donc ma compagne qui me supporte depuis 2008, ça commence à faire un petit bout de chemin, qui sait ce que c'est de galérer quand tu es sportif de haut niveau. Elle m'a jamais dit quoi que ce soit, elle m'a jamais dit arrête, j'en ai marre. Non, elle m'a toujours soutenu et elle me soutient encore. Et puis mes enfants ont très bien compris que le sport de haut niveau, c'est bien, on rencontre des belles personnes, mais pour y arriver, il faut énormément de travail. Et puis à travers le sport, je suis en situation de handicap et je suis heureux que mes enfants voient d'autres personnes en situation de handicap, parce que maintenant, quand ils voient une personne en situation de handicap dans la rue ou dans la vie de tous les jours,
eux, ça leur choque même pas. C'est une personne tout à fait normale. Merci encore d'avoir pu prendre le temps. Une dernière petite chose, je me disais, tu m'as parlé avant qu'on commence d'un challenge qui est après les Jeux, donc tu les enchaînes, les challenges. J'aimerais bien et j'envisage de traverser la Manche à la nage. Donc pour l'instant, j'en parle énormément autour de moi. Donc c'est un challenge que je voudrais mettre en place. Donc il faut trouver la personne qui pourra me guider aussi à ce moment-là, parce que il y a toute une logistique derrière ça, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc tous les fonds récoltés forcément seront reversés sur une association qui en a vraiment besoin, handicap ou non. Donc ça, il faudra en réfléchir dès que tout sera posé sur une table. Donc ça fait encore partie des choses que si nos auditeurs veulent venir aider, rejoindre un projet qui est encore une fois excellent, qui a de l'excellence et qui a du sens, n'hésitez pas à recontacter. Si tu pouvais nous donner un conseil aux personnes qui sont peut-être en train de traverser ce que toi tu as traversé. Ouais, en fait, c'est pas une phrase qui vient de moi, mais c'est une phrase qui m'inculque. Donc, au fait, c'est tout simplement fait de tes rêves une réalité. Et ça, pour moi, c'est une phrase qui veut dire énormément de choses, puisque j'ai réussi, malgré tout, avec l'handicap. Je me suis créé des petits rêves et j'ai réussi à les réaliser. Donc, c'est ça ma phrase, c'est fait de tes rêves une réalité. Magnifique. Encore merci beaucoup de ta présence et de ton témoignage. Walter, merci de faire en sorte de développer des moyens et de communiquer et d'essayer de pousser pour mettre tout ça en avant. Une très belle interview et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. De retour pour ce segment de transition après cette interview poignante d'Antoine avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger. Walter, la vraie raison pour laquelle on a décidé de lancer ce format d'interview, de témoignage pour mettre en avant des profils qui ont des histoires à raconter, aussi qui méritent une certaine visibilité. Est-ce que tu peux nous juste rebondir un petit peu là-dessus ? Écoute, comme je l'ai dit tout au long de l'échange, c'est vrai que Antoine, c'était une belle rencontre, c'est une belle personne, on vient de l'entendre. Je tiens vraiment à le remercier aussi d'avoir libéré un peu de son temps, parce que comme il a dit ce matin, c'était chaud pour lui l'entraînement. Aujourd'hui, ce type de témoignage révèle vraiment la profondeur des sportifs et leur sacrifice à travers leurs engagements et leur conviction en tout cas de réussir toujours leur projet. C'est ce que Antoine a fait tout au long de sa vie et qui continue à faire. Donc je tenais aussi à lui exprimer aussi mon admiration, voilà, parce que vraiment c'est un chouette type et on est super content de le supporter pour les JO et donc on lui souhaite bonne chance. Et on espère vraiment qu'il va nous ramener la médaille, évidemment, c'est ce qu'on attend. Donc il a intérêt de bien bosser. Carrément, ça je me fais pas de soucis. Et encore une fois, on encourage à tous les auditeurs d'aller rechercher justement Antoine Perel sur les réseaux sociaux. Suivez-le, essayez, si ça vous intéresse, de rentrer en contact et de pouvoir soutenir son projet. Je pense que c'était vraiment un beau témoignage et on lui souhaite le meilleur, comme tu l'as dit.